Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la thématique impulser une démarche d'éco-conception. Je vois qu'il manque encore quelques participants. On se laisse encore 1 à 2 minutes et puis on va pouvoir débuter. On va pouvoir commencer. Alors, déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Notre thématique, ce sera impulser la démarche d'éco-conception à travers différents outils, que ce soit par l'utilisation d'un serious game ou par la réalisation de diagnostics éco-conception. Alors, pour nous présenter rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je mets la petite vidéo. Donc le pôle éco-conception, c'est le centre de ressources nationales sur la thématique de l'éco-conception. On a, pour mission d'aider les entreprises à, développer cette thématique, de l'éco-conception. Donc comme je le disais, centre de français d'expertise et de compétences sur l'éco-conception. Notre objectif, notre mission, ça va être de garantir des produits, des services ou des systèmes, voire même des modèles d'affaires ou des organisations plus respectueuses de l'environnement. Et pour arriver à cet objectif-là, on a 2 domaines d'activité stratégiques. D'un côté, notre mission d'intérêt général, qui est vraiment, ce pourquoi nous sommes présents aujourd'hui, découvrir l'éco-conception, aider les entreprises à mieux connaître l'éco-conception à travers, notamment des webinaires, des ateliers ou autres. Ça représente une grosse partie de notre activité et on a de l'autre côté tout ce qui est activité de prestation de services, qui est l'accompagnement directement des entreprises pour mettre en œuvre, la démarche d'éco-conception. À l'intérieur de ces, domaines d'activité stratégiques, de ces missions, donc sur la première, sur la mission, d'intérêt général, on va diffuser, par des webinaires, des retours d'expérience, des petites études, la thématique de l'éco-conception sur le territoire français. On va soutenir et développer, cette thématique de l'éco-conception, comme je le disais, avec des études, de la veille. On va notamment participer, au groupe de travail sur la normalisation pour faire évoluer les normes en lien avec la thématique de l'éco-conception. Et au niveau des territoires, on va, être un petit peu plus actif pour, faire des ateliers, et participer sur les territoires au développement de l'éco-conception. Donc ça, c'est le côté, mission d'intérêt général et de l'autre côté, on a, tout ce qui est activité de prestation, qui va venir cofinancer, notre activité, notre mission d'intérêt général. Et donc d'un point de vue prestation, on accompagne directement les entreprises, en les formant et en les aidant dans la démarche d'éco-conception. On aide à évaluer, notamment la performance environnementale aux différentes étapes du projet. On vérifie, on garantit la qualité des différentes études et des travaux réalisés par les entreprises et pour finir, on forme, les entreprises, pour que derrière elles puissent elles-mêmes, mettre en place l'éco-conception, dans leur activité. Donc voilà, je vous ai présenté brièvement. Donc moi, c'est donc Florian Rivero, mais je me présenterai en dernier. Je vais d'abord laisser la parole, à Fabrice, pour qu'il se présente. Oui, bonjour à tous. Donc Fabrice Guédon. Donc je représente le pôle sur le territoire normand et je m'occupe donc de mettre le sujet de l'éco-conception auprès des PME, PMI dans leur stratégie. Nous aurons également Cécile. Bonjour à tous, Cécile Picollet, comme Fabrice, je suis représentante du pôle en Occitanie et donc je suis basée à Toulouse et j'anime un programme, en région qui s'appelle Oxymore où on va avoir pour objectif, d'accompagner les TPE et PME à mettre en place, des démarches d'éco-conception. Et puis Louise.
Oui, bonjour à tous, Louis Gilbert. Donc, je suis, moi, la contact d'entrée pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc toute entreprise qui voudrait se faire accompagner en éco-conception ou avoir peut-être de l'animation territoriale sur ce territoire pourra me contacter. Et donc moi, Florian Ribeiro, donc je suis un ingénieur chef de projet éco-conception et pour les diagnostics notamment que vous souhaiterez mettre en œuvre, n'hésitez pas à me contacter, donc je serai le contact plutôt national. Donc, nous serons tous les quatre aujourd'hui présents pour vous présenter les différents sujets. On aura une thématique autour du Serious Game Inspiration, qui est un premier outil pour impulser la démarche d'éco-conception auprès des entreprises, par notamment de la sensibilisation. On évoquera ensuite les différents formats de diagnostic qu'il existe et on fera le lien avec les différents financements qui sont accessibles, voilà, pour avoir ces diagnostics ou l'animation de ce serious game avec des tarifs réduits grâce au financement. Donc pour introduire, les différentes thématiques, alors je laisserai, dans un premier temps la parole à Fabrice qui nous présentera le Serious Game Inspiration, qui peut être demandé, notamment dans le cadre d'animation, dans sa région, mais il vous expliquera tout. Ensuite, avec Louise et Cécile, on vous expliquera, ce qu'il y a derrière un diagnostic éco-conception. On vous fera part, de différents retours d'expérience, suite à des entreprises qui ont déjà suivi des diagnostics éco-conception et on évoquera les différents formats, 5, 7 jours, voire même 18 jours, pour les diagnostics plus longs. Voilà et on terminera, mais là ce sera simplement quelques mots pour évoquer qu'il y a aussi la possibilité de faire des diagnostics sur mesure. Donc Fabrice, je te laisse prendre la parole et puis, donc nous expliquer, comment, ce serious game peut être un premier pas, peut permettre d'impulser l'éco-conception auprès d'une entreprise. OK. Je te laisse passer la diapo, peut-être? Voilà, merci. Donc, Inspiration, c'est une remontée de terrain où on s'est rendu compte dans les entreprises que c'était pas facile le sujet de l'éco-conception, par quel biais le prendre, quelle démarche il faut avoir, la stratégie que ça peut, l'impact que ça peut avoir sur la stratégie d'entreprise. Et au milieu de tout ça, il y a l'analyse du cycle de vie, la CV, et comment on va la traiter. Et donc tout ça nous a orientés à faire un jeu pédagogique qui permet de comprendre cet ensemble en ayant chacun un rôle au sein de l'entreprise. Donc on a des fiches qui permettent de faire ces rôles et puis en donnant des éléments d'information, on va pouvoir dérouler toute une démarche d'éco-conception et ce qui va permettre à chaque collaborateur de comprendre l'éco-conception, la CV, mais que tout ça, ça a une démarche collaborative et que ce n'est pas seulement une personne en R&D ou en prod qui détient les clés de l'éco-conception. Tu peux passer sur la suivante, s'il te plaît. Voilà, donc vous avez ici le jeu. Donc vous voyez que c'est assez ludique, mais on est projeté dans le monde d'une entreprise fictive pour lequel il y a un certain nombre de produits. Donc il va falloir choisir sur quel produit on va éco-concevoir, parce qu'une entreprise ne peut pas éco-concevoir d'un seul coup sur tous ses produits. Donc sur lequel on va partir. Donc on va avoir des éléments d'information qui vont nous permettre de faire ce choix. De la créativité derrière, parce que il va falloir trouver des pistes d'idées nouvelles pour savoir si on a moins d'impact environnemental que le produit premier. Et ensuite, ces résultats sont travaillés aussi sous forme de communication pour éviter le fameux greenwashing. Donc les séances durent autour de 2 heures. Et une fois que l'entreprise s'est appropriée la méthodologie et l'ensemble des informations, on va les accompagner sur leurs propres produits au sein de l'entreprise. Je pense que tu peux lancer la suite. On va pouvoir vous lancer une petite vidéo qui décrit très bien
qui décrit très bien le jeu. Je m'appelle Clara Barry et je travaille au pôle éco-conception, qui est le Centre national de ressources sur l'éco-conception en France. Et cette année, on a développé un serious game de sensibilisation à l'éco-conception qui est appelé Inspirac. Lorsqu'on intervient en entreprise, on constate souvent que l'éco-conception est vue comme la responsabilité d'un seul collaborateur, soit un responsable QSE, soit un concepteur produit en général. Mais la transversalité est essentielle dans un projet d'éco-conception et on ne s'en rend pas toujours compte. Quand on arrive à réunir une équipe pluridisciplinaire autour de la table, là, ils ne se sentent pas forcément tous concernés par le sujet parce que ça leur semble éloigné de leur activité métier. Au fur et à mesure de formation et intervention, on s'est dit que finalement, la meilleure façon d'apprendre l'éco-conception, c'était de la vivre. Ça permet de se l'approprier et derrière de comprendre aussi le rôle de chaque métier dans la démarche. C'est l'objectif du jeu Inspiraction, c'est justement de pouvoir s'approprier les étapes de la démarche d'éco-conception en incarnant un métier de la chaîne de valeur au sein d'une entreprise fictive qui souhaite éco-concevoir son premier produit. À chaque étape de la démarche, chaque métier a accès à des cartes différentes qui vont leur fournir des informations sur l'entreprise, sur le produit qu'il faut éco-concevoir, sur les pistes qu'ils peuvent développer et qui vont les aider dans leur réflexion d'éco-conception. Le jeu s'adresse à toute personne qui souhaite découvrir l'éco-conception en entreprise, qu'il soit décideur, associé, collaborateur, peu importe son service ou son poste. Le jeu est fait pour réunir de 5 à 10 joueurs. Il existe en version courte de 2 heures ou version longue de 3 heures. Il est constitué d'une boîte de jeu avec des cartes, un support de présentation, un livret d'animateur et un livret participant. Si vous souhaitez avoir plus d'informations et découvrir cette expérience de jeu, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà pour la synthèse du jeu. Et pour terminer, donc, j'ai souhaité vous faire part d'un témoignage d'une entreprise que j'ai accompagnée il y a à peu près 6 mois, avec une petite phrase du responsable QHSE de cette société, qui à l'origine n'était pas très favorable ou dynamique sur le sujet de l'éco-conception, et qui, à l'issue de la découverte du jeu Inspiraction, a voulu mettre en place très rapidement la démarche d'éco-conception au sein de l'entreprise et va aujourd'hui même répondre à l'appel à projet numérique de l'ADEME. Donc voilà pour vous donner les clés d'une démarche d'éco-conception. Merci Fabrice. Si vous avez différentes questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On gardera un temps d'échange dédié à tous les sujets qu'on aborde en fin de webinaire. On gardera entre 15 et 20 minutes selon le temps qui reste. Donc n'hésitez pas déjà à noter et puis dans tous les cas, vous pourrez le renoter à la fin également. Donc pour notre deuxième partie, qu'on va traiter dans le détail, on va évoquer les différents diagnostics qui sont possibles, que ce soit des diagnostics plutôt courts, 5-7 jours, à des diagnostics de 18 jours et donc des diagnostics qui sont finançables. La structure qu'on abordera, mais juste après, c'est la suivante. C'est vraiment les étapes qu'on va traiter à travers un diagnostic. Ça va être d'abord la sensibilisation des équipes et des acteurs de l'entreprise. Ensuite, on fera de manière générale un bilan des enjeux en lien avec l'éco-conception. On réalisera une évaluation environnementale qualitative, quantitative, voire même une analyse de cycle de vie simplifiée, pour derrière en construire une feuille de route d'action éco-conception pour que l'entreprise déploie cette démarche d'éco-conception sur un produit identifié. Et on identifiera des ressources techniques et financières associées pour aider l'entreprise à aller dans cette direction. Donc ça, c'est pour vous donner d'abord un premier aperçu de ce qu'on aborde dans un diagnostic éco-conception.
Et maintenant, je vais proposer à Cécile de nous faire part d'un retour d'expérience en région Occitanie. En effet, du coup, j'ai choisi de vous présenter, l'exemple de Nateup, qui est une entreprise du coup occitane, qui est basée à Alès, dans le Gard, et qui a été créée en 2007 et qui en fait conçoit et fabrique en France des tentes de toit de voiture. Et en fait, donc c'est une entreprise qui, dès le départ, avait vraiment envie de proposer des tentes, qui soient facilement réparables, qui soient durables dans le temps, à une clientèle qui pratique des activités en plein air, en famille et qui donc, et pour lesquelles c'est très important le respect de l'environnement. Et du coup, donc cette prise en compte de l'environnement dans la stratégie de l'entreprise, c'est vraiment une valeur fondatrice pour Nateup. Mais en 2021, voilà, ils ont voulu vraiment structurer cet engagement à travers du coup le démarrage d'une démarche d'éco-conception. Et donc, du coup, ils ont fait appel à Oxymore, le programme régional en Occitanie, pour les accompagner sur l'éco-conception, pour du coup les aider à mettre en place et à structurer cette démarche d'éco-conception. Donc, du coup, vraiment, les objectifs de Nateup, quand ils se sont lancés dans ce diagnostic, c'est vraiment comme on l'a dit, structurer la démarche d'éco-conception d'un des produits, qui est donc dans ce cas-là une tente de toit. Pourquoi vouloir faire une démarche d'éco-conception? Leur objectif prioritaire, c'était quand même de réduire l'impact de ce produit. Et dans un second temps, pour pouvoir également travailler sur une communication claire auprès du public ciblé. Ce que je vous propose, c'est que du coup, c'est d'écouter un témoignage de leur part suite au diagnostic qu'ils ont pu faire en région Occitanie. Nateup conçoit et fabrique en France les tentes Hussardes sur toit de voiture. Ses deux fondateurs, Patrice Brochier et Thierry Villière, ont souhaité développer une tente compacte, simple, rapide à monter et confortable pour un usage en plein air sur des voitures non 4x4. Leur clientèle, des adeptes d'activités outdoor et des vacanciers itinérants, respectueux, comme eux, de l'environnement. Patrice Brochier a fait appel au programme Éco-conception. Il nous dit pourquoi et avec quels bénéfices. Dès le départ, avec mon associé, nous souhaitions proposer des tentes réparables, durables dans le temps, à une clientèle qui est très sensible à cet aspect-là, des produits respectueux de l'environnement. C'est une clientèle qui utilise nos produits dans la nature. C'est quelque chose d'important pour eux. Donc c'est une valeur qui a été fondatrice de l'entreprise. Les collaborateurs s'en sont emparés. Et pour nous est venu le temps de revendiquer l'éco-conception qu'on pratique déjà dans l'entreprise et de communiquer sur cet aspect-là. Et du coup, à l'occasion du salon Occitanie Innov, on a pu rentrer en contact avec Marie du pôle éco-conception, justement pour structurer cette démarche d'éco-conception. Alors, dans un premier temps, Marie s'est rendue dans l'entreprise et a réalisé une présentation sur ce qu'était l'éco-conception. Donc, c'était l'occasion d'une initiation sur ce thème. Les collaborateurs, en général, sont assez sensibilisés, mais néanmoins, cette première présentation nous a permis de bien expliquer, clarifier cette notion d'éco-conception auprès de l'équipe. Ensuite, elle a réalisé un diagnostic, donc elle s'est promenée dans toute l'entreprise, étudié tous les aspects depuis la conception en R&D, la fabrication, la manière de communiquer, de commercialiser nos produits. Et ensuite, elle nous a rendu un diagnostic. Ce diagnostic nous a permis de bien comprendre les actions qu'on pouvait mener en R&D, en choix de fournisseurs, pour vraiment s'emparer de l'éco-conception, mais profondément et de manière structurante. Et donc, elle a fait des préconisations qui relèvent aussi bien des emballages, des matériaux que nous allions utiliser, des usages des secondes vies des matériaux, de la manière de communiquer sur toutes ces actions. Voilà, donc ça a été l'occasion de vraiment mettre tout le monde à niveau et de bien sensibiliser aussi les personnes de l'entreprise. Et maintenant, tout le monde est capable de comprendre chaque décision, l'impact qu'elle a sur la société en général. Je vais vous donner un exemple intéressant, c'est dans la production, on va dire, la relation avec les fournisseurs. Alors, on s'est rendu compte, en mettant en place ces préconisations, qu'on pouvait avoir un effet levier assez puissant auprès des fournisseurs, puisque en leur faisant part de
nos exigences en termes environnementaux, ça les amenait à eux-mêmes trouver des solutions. Et ainsi, ça avait un impact au-delà de notre entreprise. C'est-à-dire que nos fournisseurs, du coup, se mettent aussi à avoir cette réflexion. Et donc, on a là un espèce d'effet domino très puissant qu'on n'imaginait pas au départ. Eh bien, c'est d'apporter une vision très claire sur cette démarche qui devient vraiment structurante de l'éco-conception. Donc, Marie est vraiment partie de qui nous étions, comment on fonctionnait. Et à partir de cette démarche fondatrice pour nous qui est l'éco-conception, on en arrive à en faire une force. Et nous, d'être sur un positionnement où effectivement on est dans l'éco-conception, on est dans la sensibilisation écologique, ça fait souvent la différence parce qu'en fait nos clients se retrouvent dans notre discours et partagent les mêmes valeurs que nous. Donc nous travaillons sur le plancher basculant de nos tentes de toit qui actuellement est réalisé avec une mousse de PET entourée de 2 pots en fibre de verre polyester relativement peu recyclable. L'évolution consiste à travailler avec la fibre de lin d'origine naturelle et qui, en l'occurrence, a en plus des qualités de légèreté que nous recherchons. Plancher qui va être réalisé donc à base de mousse PET recyclable et de fibre de lin imprégnée de PET aussi. Et le but, c'est de caractériser le comportement mécanique pour avoir un équivalent du plancher qu'on maîtrise bien aujourd'hui, pour essayer de trouver un équivalent en termes de comportement, de confort, à ce plancher qu'on utilise depuis longtemps maintenant, mais avec des matériaux qui soient plus respectueux de l'environnement et qu'on puisse recycler et qui soient d'origine naturelle. Voilà, et potentiellement en plus légère, double avantage. Bon, je pense que tous les chefs d'entreprise ont conscience de l'impact environnemental de leur activité. Tout le monde veut s'en emparer. Je les encourage à le faire le plus vite possible. Tous les moments sont bons pour s'y mettre, il faut y aller. C'était intéressant de vous montrer aussi le témoignage du coup de cette entreprise pour finalement on retrouve les étapes dont parlait Florian, notamment on est passé par une étape de sensibilisation à l'éco-conception, ce qui a permis notamment de mettre finalement tout le monde au même niveau de connaissance sur l'éco-conception et notamment sur le vocabulaire et finalement la démarche. On a pu également du coup analyser le contexte de l'entreprise, mais également le cycle de vie complet du produit étudié, ce qui a permis notamment de mettre en avant les points positifs qui étaient déjà en place, parce que finalement, quand on démarre une démarche d'éco-conception, il y a quand même déjà des pistes qui existent et c'est important de les mettre en avant. Et on est passé également par une évaluation environnementale simplifiée qui a permis d'identifier les pistes d'éco-conception. Et on va retrouver notamment sur ce produit en question un impact important au niveau des matières premières. Et on a pu le voir avec l'exemple finalement du plancher basculant. C'est tout l'enjeu de trouver des matériaux moins impactants. Donc tout le travail qui a été fait sur le plancher basculant pour trouver finalement un équivalent sur sa fonction mais qui soit moins impactant. Et également tout le travail autour des fournisseurs. C'était un gros enjeu pour eux de finalement créer des critères de choix, un cahier des charges pour pouvoir définir les fournisseurs avec lesquels ils voulaient travailler et surtout comment les inclure dans ce fameux travail de réduction d'impact des matériaux. Et peut-être pour finir, c'est intéressant, c'est une entreprise qui a également travaillé sur l'usage et voir comment est-ce qu'elle pouvait du coup mettre à disposition ses tentes, c'est la fonctionnalité de la tente, sans forcément passer par la possession. Et donc ils ont notamment développé une offre de location de tentes pour pouvoir notamment tester ce produit. Et peut-être je vais conclure ce témoignage avec le témoignage directement de son co-gérant avec donc la phrase suivante. Le programme Éco-Conception propose une démarche claire, lisible, atteignable. Il est parti de qui nous sommes, de nos valeurs et de notre business model. Voilà pour un exemple concret d'un diagnostic réalisé en Occitanie. Merci Cécile. N'hésitez pas à noter vos questions si vous en avez. On pourra revenir dessus à la fin. Merci beaucoup pour ce premier exemple et on va passer maintenant en Auvergne-Rhône-Alpes avec Louise. Oui, pour vous donner un autre exemple concret, mais cette fois-ci en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'exemple de l'entreprise Edafim, donc qui est une entreprise de Fontaine-à-Eau, donc qui s'est aussi lancée dans un diagnostic d'éco-conception.
Donc, en fait, à l'époque, il y avait un contexte réglementaire assez fort sur la fontaine à eau, puisqu'il y avait une problématique sur les gaz frigorigènes. Donc, l'entreprise s'est déjà emparée un petit peu de cette problématique et s'est intéressée à l'éco-conception. Le milieu de la fontaine à eau commençait aussi beaucoup à se positionner sur ces sujets environnementaux. Donc, ça permettait aussi à l'entreprise de s'aligner. Et c'était donc une PME, donc c'est vrai qu'une PME n'a pas nécessairement les mêmes moyens qu'une entreprise peut-être un peu plus grosse. Et à l'époque, était assez en difficulté financière. Donc, l'entreprise a senti que l'éco-conception pouvait être un levier pour ces sujets-là, pour pérenniser l'activité des DAFIM dans le temps. Donc, c'est une entreprise qui se trouve dans la Drôme, plus précisément. Et donc, à l'issue de ce diagnostic, donc le constat, donc la présentation du produit, c'était cette fontaine à eau. Donc, c'est le produit qui a été étudié tout au long du diagnostic. Donc, quand on se lance dans une démarche d'éco-conception, ce qui est important, voilà, c'est aussi de bien connaître le produit, ses matières premières, son transport, comment il est utilisé, et d'établir un scénario de fin de vie. Donc là, pour la fontaine, en l'occurrence, voilà, on avait les composants que vous voyez à l'écran. Et c'est ce qui a permis de cibler par la suite l'évaluation environnementale pour voir où en fait étaient les impacts environnementaux principaux de la fontaine. Et une fois qu'on avait ces impacts principaux, aller trouver des stratégies d'éco-conception. Donc, l'entreprise a réalisé une évaluation, a été accompagnée pour réaliser une évaluation environnementale. Tu peux revenir au diapo d'après si tu veux, Florian. D'avant, je veux dire. Donc, l'entreprise a réalisé une évaluation environnementale simplifiée à l'aide du pôle éco-conception, donc dans son diagnostic. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple d'une analyse de cycle de vie donc simplifiée du produit de référence. Donc, en fait, le constat, c'était que ce produit avait un gros impact donc, à l'usage notamment, aussi sur sa partie matière première fabrication. Donc, à partir de ce constat, dans le diagnostic, les stratégies d'éco-conception devaient aussi porter sur ces impacts environnementaux principaux du produit. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à une feuille de route. Donc, tu peux passer le diapo sur les stratégies élaborées grâce à cette démarche d'éco-conception à travers ce diagnostic. Donc, avec des stratégies concrètes sur notamment, par exemple, les matières premières, avec une intégration de matières plastiques recyclées post-consommation fabriquées en France, puisque aussi, je voulais peut-être pas spécifier, mais donc l'entreprise EDAFIM, c'est des fabrications de fontaines, donc conception et fabrication française. Donc, ils étaient très attachés aussi à cette partie fabrication en France. On a aussi élaboré donc des stratégies sur la partie utilisation, puisque c'était là où il y avait la grosse partie de l'impact. Et donc, à travers la stratégie de développement d'un kit de reconditionnement et aussi regarder les évaluations environnementales sur la partie location pour tendre vers de l'économie de la fonctionnalité. Donc, c'est vrai qu'avec l'éco-conception, on peut réquestionner jusqu'aux besoins du produit et passer sur des modèles d'économie de la fonctionnalité. Donc, c'est un peu le niveau le plus haut d'éco-conception finalement, puisqu'on n'est plus sur la vente d'un produit, mais sur la vente d'un service. Donc là, l'entreprise a évalué quel coût, quels gains environnementaux ça pouvait représenter de passer sur un service de location. Elle a également modifié son système de froid-chaud et des isolants pour réduire la consommation d'énergie sur le mode veille, puisque ce sont des fontaines qui, en général, sont beaucoup sur un mode veille, puisqu'ils ne sont pas utilisés toute la journée en continu. Il y a eu également des stratégies sur la partie fin de vie avec une substitution des gaz frigorigènes et anticipation de la réglementation, puisque c'est aussi un des bénéfices de l'éco-conception finalement, c'est avec cette analyse de contexte, de bien pouvoir anticiper aussi la réglementation et de trouver en fait des stratégies donc pertinentes qui vont permettre aussi d'anticiper. Et enfin, une stratégie plus globale avec une réponse aux appels à différents appels à projets pour des financements de projets d'éco-conception. Donc, on voit que l'entreprise, à travers ce diagnostic, en fait, s'est motivée à aller encore plus loin, à vraiment faire de l'éco-conception un travail de fond. Donc, voilà ce qui a permis aussi ce diagnostic en aura. Merci beaucoup, Louise, pour ce petit retour. Et avant que l'on ait la question, l'évaluation environnementale qu'on vient de vous montrer n'est
pas l'évaluation simplifiée qui a été faite pour l'entreprise, mais vraiment un exemple pour illustrer les impacts du produit. On va passer donc à la suite et puis n'hésitez pas à noter vos questions, hein. On attend ça avec impatience. Du coup, pour reprendre un petit peu ce qui a été présenté par Cécile, par Louise, eh ben, je vais réévoquer les différentes étapes que compose le diagnostic éco-conception et vous indiquer un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'il y a quand même plusieurs versions disponibles sur les diagnostics. Alors, il y a les versions plutôt courtes, 5 à 7 jours, dans le cadre du dispositif Premier pas éco-conception de l'ADEME. Et il y a une version plus longue dans le cadre du diagnostic BPI, donc de 18 jours. Et donc, selon où on se situe, on ne va pas aller dans le même niveau de détail si on réalise un diagnostic éco-conception. Donc, je vais reprendre chacune des étapes, les redécrire un petit peu et vous expliquer, vous donner une première explication des différences entre des versions courtes et des versions longues pour que vous compreniez un petit peu ce qu'il y a derrière un diagnostic. Donc la sensibilisation à l'éco-conception, ça a notamment beaucoup été évoqué par Cécile. Lorsqu'on se lance dans un projet d'éco-conception, il est important de partager un langage commun avec l'équipe projet, que chacun des participants connaisse ce qu'il y a derrière l'éco-conception. Donc une approche multi-étapes, multi-critères. On va éviter les transferts d'impact. On va mieux connaître la définition de l'éco-conception. On va commencer à connaître les niveaux d'éco-conception. Donc on va donner un certain nombre d'informations pour que l'équipe projet, voire même parfois un petit peu plus large dans l'entreprise, ait des informations de ce que c'est que l'éco-conception. Derrière, on va même pouvoir aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire commencer à passer les premières étapes de la démarche d'éco-conception pour que les équipes arrivent à se projeter dans la démarche, dans la méthode d'éco-conception. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Voilà, on déroule avec les équipes les différentes étapes pour qu'elles puissent s'impliquer, s'investir dans la démarche d'éco-conception. Donc ça, ces 3 premiers points, c'est ce qu'on pourra faire dans les petits formats de diagnostic. Lorsqu'on va aller sur des formats plus longs, on va passer forcément par ces premières étapes, mais on va aller un peu plus loin. À la limite de la formation à l'éco-conception et à l'analyse de cycle de vie, où les participants auront plus de temps avec l'intervenant pour bien comprendre les concepts et pour rentrer dans le détail des concepts. Pour mieux comprendre ce que c'est qu'une analyse de cycle de vie, parce que sur les formats plus longs, on va déjà réaliser une analyse de cycle de vie simplifiée et l'entreprise devra mieux connaître ce que c'est qu'une analyse de cycle de vie. Donc voilà, cette première étape, on évoque la sensibilisation, ça va de la sensibilisation à la formation, on évoque les sujets de l'éco-conception et on bascule un petit peu sur l'analyse de cycle de vie lorsque c'est nécessaire pour le diagnostic. Deuxième étape, on va faire un bilan des enjeux avec l'éco-conception. Donc, c'est ce qu'évoquait Louise. Alors, on va voir s'il n'y a pas des réglementations qui incitent l'entreprise à s'investir dans la démarche d'éco-conception. On va voir dans quelle situation elle se trouve, plutôt en difficulté, est-ce qu'elle est plutôt en avance de phase par rapport aux concurrents, etc., etc. Donc, ce bilan des enjeux, il est primordial. Il est primordial pour identifier ce que va mettre réellement en place l'entreprise par la suite, donc à quel niveau elle est en mesure de s'investir, mais également, ne serait-ce que pour choisir le produit et définir l'équipe projet sur laquelle le diagnostic va être réalisé. Donc, on va aider l'entreprise à choisir le produit et à définir l'équipe, et tout ça dépendra du contexte de l'entreprise. On va pouvoir choisir parfois des produits qui sont des gammes ou des produits anecdotiques vis-à-vis de toute l'activité de l'entreprise parce qu'on va essayer d'y aller petit pas par petit pas, pas que l'entreprise prenne trop de risques dans la mise en œuvre de l'éco-conception. Et on va définir une équipe projet
peut-être un peu plus restreintes. Et dans d'autres cas, on va attaquer directement le best-seller avec une équipe assez élargie, qui peut monter même à 10-12 personnes, pour engager un petit peu plus l'entreprise. Là, j'évoque que deux exemples, on va dire, un peu simplifiés. Tout ça, tout ce travail de choix du produit ou de cadrage de la démarche d'éco-conception sera en lien avec la stratégie d'entreprise d'un point de vue environnemental. Donc, soit l'entreprise a déjà des axes de développement, a déjà une stratégie environnementale RSE en place et donc on vient aligner l'éco-conception avec cette stratégie d'entreprise. Soit parfois, il n'y a rien qui est en place et on va se servir du projet pilote d'éco-conception pour derrière transposer ça à la stratégie d'entreprise. Et donc, on va analyser les opportunités et menaces externes en lien avec la réglementation, en lien avec les concurrents, en lien avec tout un tas de thématiques, mais également en interne, ce que l'entreprise est en mesure de faire d'un point de vue achat. C'est un sujet qui revenait beaucoup dans le premier exemple, mais d'un point de vue achat, d'un point de vue conception, donc de voir où est-ce que l'entreprise elle est en mesure d'aller actionner certains leviers pour mettre en œuvre l'éco-conception. Donc, quand on analyse tout ça, on arrive derrière bien mieux à mettre en place une feuille de route d'action éco-conception qui sera notre principal livrable du diagnostic. Donc, on a fait la sensibilisation, on a fait un bilan des enjeux en lien avec l'éco-conception. Vient ensuite l'étape la plus connue de l'éco-conception, l'évaluation environnementale qualitative ou quantitative. Donc, on vient quantifier ou qualifier les impacts environnementaux pour un produit. Donc, dans cette phase-là, le temps peut être bien différent selon le format de diagnostic, mais les étapes sont globalement les mêmes. D'abord, on recueille les données sur la composition du produit, sur son cycle de vie, pour derrière identifier là où se situent les principaux enjeux environnementaux et là où est-ce qu'on va pouvoir au mieux réduire les impacts. Donc là, sur les petits formats de diagnostic, on sera plutôt sur de l'analyse qualitative ou du quantitatif, mais vraiment sur du très, très simplifié. Ce sera plutôt, voilà, ce sera quelques jours de travail, on ne rentrera pas dans le détail, on fera des hypothèses un peu plus larges, alors que sur le gros format diagnostic 18 jours, là, on rentrera vraiment dans une analyse de cycle de vie simplifiée, plutôt de l'ordre de 8 à 10 jours. Donc, on rentrera beaucoup plus dans le détail. Donc, on sera obligé d'avoir un petit peu formé l'entreprise pour qu'elle comprenne ce que c'est que l'analyse de cycle de vie, qu'elle nous donne des bonnes données, qu'on ait un échange avec elle et même derrière qu'on puisse quantifier le potentiel gain environnemental des pistes qu'elle voudra mettre en œuvre. Donc, on a vraiment ces deux niveaux qualitatif, quantitatif, vraiment très, très simplifiés, donc que j'évoque d'évaluation environnementale et le niveau un peu plus complet qui est de l'analyse de cycle de vie simplifiée où là, on va aller un petit peu plus dans le détail. On reste dans tous les cas dans des études qui restent simplifiées. On n'est pas dans de l'analyse de cycle de vie d'experts dans ces formats de diagnostic. On ira dans l'analyse de cycle de vie d'experts que lorsque l'entreprise souhaitera faire un diagnostic sur mesure. Donc, quand on a fait cette évaluation environnementale, on sait où se situent les principaux impacts, on sait les étapes qui ont un peu moins d'impact environnemental et derrière, on essaye d'orienter et de travailler avec les équipes pour définir la feuille de route d'action éco-conception. Donc là, c'est les deux derniers points de mon visuel. Donc, on va essayer de proposer avec l'entreprise, donc de co-construire même une stratégie environnementale, une feuille de route d'action éco-conception et d'identifier, c'est plutôt nous qui apportons ça, mais d'identifier parfois des ressources techniques et financières externes à l'entreprise pour l'aider à avancer sur les points qu'elle aura trouvés d'intéressants.
Donc cette phase-là, la définition de la feuille de route, c'est une étape très importante. On va la travailler avec les équipes, donc on va se mettre autour de la table sur différents formats. Ça peut être parfois un peu du distanciel, du présentiel. Dans tous les cas, on aura une équipe projet multimétier et on travaillera sur différentes étapes de la démarche d'éco-conception. On identifiera avec les équipes des pistes d'amélioration basées sur ce qu'on a vu avant, donc les enseignements de l'évaluation environnementale et du contexte. Et on priorisera vraiment les pistes qui sont les plus intéressantes, donc pour différents critères, hein. Il y a le gain environnemental qui sera important, mais il y aura d'autres éléments qui entreront en jeu, comme la possibilité de réduire les coûts de fabrication, l'intérêt des clients. Donc on analysera les pistes selon différents critères propres à l'entreprise pour derrière définir avec l'entreprise la feuille de route à court terme, moyen terme, long terme, qu'elle mettra en œuvre par la suite. Voilà, vraiment l'idée, c'est d'en ressortir des axes faisables pour que l'entreprise s'engage dans l'éco-conception avec une hiérarchisation de choses qui seront faisables rapidement, simplement, et de choses qui seront faisables à plus long terme. Dans certains cas, il sera nécessaire de faire appel à des financements pour aller plus loin. Donc vraiment de faire appel peut-être à un financement ADEME pour aider à développer le produit éco-conçu. Là, on essaiera de flécher vers ces financements. Et la grosse différence entre les diagnostics courts et les diagnostics longs, c'est que dans le diagnostic long, on va rentrer beaucoup plus dans le détail. Dans les pistes, dans l'analyse des pistes, dans le chiffrage même technico-économique de chacune des pistes d'éco-conception, pour que derrière, ce ne soit pas une feuille de route, on va dire, simplement avec des actions, mais que derrière, il y a un vrai chiffrage, une analyse des difficultés techniques pour développer les différentes solutions. Et également une analyse des potentiels gains environnementaux des pistes qui sera vraiment présent sur la version longue des diagnostics qu'on n'aura pas forcément dans les versions courtes. Donc voilà, on a fait le tour globalement des diagnostics. Je vous avais évoqué en introduction qu'il existait aussi les diagnostics éco-conception sur mesure qui sont également finançables dans le cadre du dispositif études de diagnostic éco-conception ADEME. Là, on repassera également par les mêmes étapes, mais on rentrera beaucoup plus dans le détail. On adaptera le format aux besoins de l'entreprise. On va prendre plusieurs produits, on va pouvoir faire une analyse de cycle de vie d'expert, on va pouvoir étaler ça sur une temporalité un petit peu différente, propre à l'entreprise, donc on sera beaucoup moins bloqué, mais ça nécessitera déjà un temps pour déposer le dossier, pour construire le dossier et avoir le financement à faire. Donc dans tous les cas, quelle que soit l'offre que vous souhaitez suivre, que ce soit de la sensibilisation, le Serious Game Inspiration, que ce soit des diagnostics courts, longs, avec les dispositifs ADEME ou BPI, ou que ce soit le diagnostic sur mesure, vous avez dans tous les cas nos contacts. C'est déjà présenté. Donc Fabrice en Normandie, Cécile en Occitanie, Louise en Auvergne-Rhône-Alpes et moi sur le reste du territoire. Donc si vous avez des questions, on a différents outils en notre possession. On n'agit pas de la même manière chacun sur le territoire, mais vous avez déjà un premier contact pour avoir des informations et pour que derrière, on vous aiguille vers les financements disponibles sur la région, sur le territoire, vers les personnes qui peuvent réaliser les diagnostics, etc., etc. Donc,
On vous donnera nos mails dans le mail de suivi à ce webinaire et donc n'hésitez pas à nous recontacter. Il nous restait un petit dernier point et on prendra les questions-réponses. Cécile, tu souhaitais... Ouais. Oui, vas-y. Tout à fait. Du coup, on voulait vous partager une date importante qui est donc le 26 juin. On va organiser un colloque éco-conception à Toulouse, qui sera du coup une journée vraiment dédiée sur le sujet de l'éco-conception, avec une matinée avec des témoignages et un tour de table de différents acteurs sur le sujet de l'éco-conception. Et une après-midi avec des ateliers. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés pour venir nous rejoindre le 26 juin à Toulouse. Je vous ai mis le lien pour accéder au site internet dédié au colloque où vous y retrouverez le programme en détail, mais également une page pour vous inscrire si jamais vous êtes intéressé, si vous êtes disponible pour venir avec nous à cette journée. Donc, on va pouvoir passer, merci beaucoup Cécile, on va pouvoir passer aux questions-réponses s'il y en a. Je vais regarder. On a en effet quelques questions, Florian, à la fois sur les conversations et à la fois sur les questions-réponses. Est-ce que tu veux que je te les pose? Vas-y. Par exemple, on a une question d'Annelise qui nous demande comment bénéficier de ce programme de diagnostic? Est-il nécessaire d'être adhérent au pôle éco-conception? Pas besoin d'être adhérent au pôle éco-conception, mais ça, on pourrait aussi tous un peu y répondre. Mais pas besoin d'être adhérent au pôle éco-conception, ça dépendra quand même des territoires et des personnes qui sont autour de la table. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous, derrière, on vous donnera la démarche à suivre. Alors, dans un premier cas, sur les diagnostics courts, par exemple, ce sera assez simple sur la plateforme ADEME. S'il y a le diagnostic long qui est intéressant pour vous, ce sera plutôt la plateforme BPI avec derrière une organisation un petit peu différente. Très bien. Une autre question, comment intégrer une démarche d'éco-conception dans le secteur informatique? C'est une très bonne question, hein. C'est une très bonne question. Dans le secteur informatique, on parle souvent d'éco-conception de services numériques. Aujourd'hui, de répondre comment? Alors, j'ai pas une réponse de comment, dans le sens, la réponse, de la démarche d'éco-conception, parfaite, on va dire, dans le monde de l'informatique. Mais aujourd'hui, il existe des solutions, alors soit, sur du diagnostic court, qualitatif, pour mettre en place un certain nombre d'actions pour traiter les grands enjeux environnementaux, du secteur, voilà. Et sinon, il existe également des outils, et des acteurs qui sont en mesure d'aller faire des analyses environnementales plus expertes sur ces thématiques-là. Donc quel que soit le format de diagnostic, il est accessible, pour des produits que sont le service informatique. On peut peut-être ajouter qu'on a une personne, nous, au sein du pôle, qui est quand même experte sur le sujet avec Amandine, du coup, si jamais ça peut vous intéresser. Exactement. On a des questions autour d'Inspiration, je pense peut-être pour Fabrice. Est-ce qu'Inspiration peut être utilisé pour sensibiliser plusieurs porteurs de projets à la démarche d'éco-conception? Oui, absolument. Moi, ça m'est arrivé de faire donc Inspiration dans des incubateurs ou dans le village Crédit Agricole, et donc c'est totalement faisable. Et on a une question aussi sur le comment peut-on faire financer Inspiration? OPCO, dispositif ADEME, CPF, autres? Je te laisse répondre, Fabrice. De toute façon, je pense qu'on aura à peu près la même réponse. Alors là, ça dépend la région, Ouais. puisque moi, sur le territoire normand, ce type d'action est financé par l'ADEME de Normandie et le Conseil régional de Normandie. Et ensuite, pour le reste, ça passe par le centre de formation du pôle éco-conception, qui est certifié Calliope. Et donc de la même manière, en Occitanie, on organise régulièrement, du coup, dans le cadre du programme qui est financé par la région Occitanie, l'ADEME Occitanie et Val d'Elia, des sessions pour
animer le jeu sur le territoire. Donc après, À l'échelle nationale, de manière générale, prendre une inspiration seule, pour une entreprise, bah, on pourra l'intégrer, dans un financement, dans un projet. Donc on peut faire une phase de sensibilisation dans le projet où on utilise l'outil Inspiration. Par contre, hem, également, si c'est en inter-entreprise et qu'il y a des besoins d'animation sur un certain territoire, on peut potentiellement passer aussi, par des financements. Mais pour tout ce qui est en intra-entreprise, là, c'est quand même un petit peu plus, compliqué de le faire seul. Voilà, et il n'y a pas de financement si vous faites un Inspiration pour votre entreprise seul, on ne pourra pas trouver de financement. après, on avait des questions sur les outils d'analyse de cycle de vie. Donc peut-être Louise ou Florian, je vous laisserai prendre la main, notamment quel outil d'ACV est le plus adapté pour les premières phases de sensibilisation? Oui, alors je peux tenter les premiers éléments de réponse, puis Florian, tu complètes si tu veux. Ça va un peu dépendre aussi de la volonté de l'entreprise. Si par exemple, la volonté de l'entreprise, c'est de communiquer sur des résultats, là, elle ne va pas avoir le choix que de se tourner vers une analyse du cycle de vie d'experts, donc avec une revue tierce, parce que en fait, pour communiquer, c'est assez normé. On a besoin d'avoir une analyse de cycle de vie donc, qui suit la norme. Et donc pour ça, bah, par exemple, si la volonté c'est de communiquer, on va devoir passer par ce type d'ACV. Après, on peut s'orienter vers d'autres outils. Donc l'analyse de cycle de vie, c'est vrai qu'on en parle souvent. C'est pas le seul outil qui existe pour identifier les enjeux environnementaux principaux de notre produit. Donc si la volonté de l'entreprise c'est se lancer dans l'éco-conception, on peut passer soit par une analyse du cycle de vie simplifiée qui est amplement suffisante pour bien identifier les enjeux principaux du produit et donc ensuite de pouvoir trouver des stratégies pertinentes. Ou alors, on peut aussi utiliser d'autres outils que l'analyse du cycle de vie, qui sont des outils peut-être plus qualitatifs, par exemple. Et donc, ça peut être toutes sortes d'outils. Donc, ça peut être des matrices, ça peut être aussi des indices écologiques, ça peut être des scores uniques. Voilà, tout dépend en fait de où veut aller l'entreprise, jusque quel niveau de précision elle a besoin pour cette partie évaluation environnementale. Et puis voilà, Florian, si tu veux ajouter des choses. Ouais, pour rejoindre ce que tu dis, pour les petits niveaux et les besoins en sensibilisation, des matrices d'indices écologiques, pourront être suffisantes. Donc voilà, notamment Agribalise, dans l'agroalimentaire. On peut aussi aller sur des outils, gratuits, hem, je mange tout le temps le nom, mais c'était Base Impact et j'ai oublié le Base nouveau nom. empreinte maintenant. Base Base empreinte. Empreinte. Bilan produit avec base empreinte. Sur Base Empreinte, on peut déjà bien sensibiliser et faire comprendre à des personnes ce que c'est que l'analyse de cycle de vie. Voilà. Après, comme l'a dit Louise, bah, si on a d'autres besoins et si on veut aller plus loin, bah, parfois on passera parfois à d'autres outils. D'ailleurs, le pôle éco-conception a récemment développé un nouvel outil d'amélioration. Donc, ce n'est pas un outil d'évaluation, mais plutôt d'amélioration spécifique au secteur alimentaire. Donc, s'il y en a qui sont dans ce secteur et intéressés par ce type d'outil, n'hésitez pas à me contacter. Du coup, il y a une question notamment sur les outils d'évaluation simplifiés. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc, du coup, je pense on a répondu partiellement, mais est-ce que vous avez d'autres outils en tête? On utilise quand même pas mal Eco-Design Studio aussi pour les ACV simplifiés, mais qui est un logiciel qui est payant. Voilà, après, on retrouve tous les logiciels, donc la base empreinte de l'ADEME, on retrouve l'Eco-Design Studio, comme tu disais, Cécile. On va retrouver donc pour les secteurs plutôt Agribalise, mais ça, c'est une base de données spécifique agroalimentaire. Après, on peut retrouver d'autres logiciels donc plus experts. Donc, on va retrouver OpenLCA, on va retrouver CIMAPRO, mais donc OpenLCA est gratuit, par contre CIMAPRO payant. Donc voilà, tout dépend aussi de la volonté s'il y a une adhésion ou pas à l'outil.
Et il nous reste une dernière question. Comment on se fait embarquer expert au sein de la BPI DIA Éco-Conception? Donc j'imagine que la question c'est comment est-ce que je deviens consultant pour faire le diagnostic BPI. Et ça, je vais laisser la main à Florian, je pense. Du coup, par rapport au diagnostic BPI, pour l'instant, je n'ai pas d'informations, moi, de mon côté, sur une nouvelle phase de recrutement d'experts pour la réalisation des diagnostics BPI. Voilà. Donc, je ne sais pas, ça reviendra. Il y aura peut-être ça qui sera mis en place d'ici quelques temps, mais on n'a pas l'information. Et donc oui, il y a également l'outil Ascore Ouais, développé par EVA tout à fait. qui permet de faire des évaluations environnementales simplifiées pour les produits. On a fait le tour des questions, si je ne me suis pas trompée. Donc n'hésitez pas à reposer votre question si jamais je l'ai oublié, mais il me semble que j'ai fait le tour. Ben, j'ai l'impression également qu'on a fait le tour. Merci à tout le monde pour votre participation. Bah, d'abord, déjà, merci aux intervenants. Je commence par les intervenants. Merci Louise, Fabrice, Cécile d'avoir participé à ce webinaire et de nous avoir présenté un petit peu les outils et ou vos retours d'expérience. N'hésitez pas à tout le monde, voilà, vous avez des contacts, on vous les enverra par mail. Si vous avez des questions un peu plus précises, des sujets qu'on n'a pas abordés, ben, on pourra y répondre. Je vous N'hésitez remercie. pas. Merci à vous. Merci Merci à tous, bonne beaucoup. journée. Merci À tout le bientôt. monde. Bonne journée.